Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de bien-être. Alors, on a déjà parlé de bien-être lors d'une conférence donc, qui avait eu lieu il y a à peu près un an. Mais aujourd'hui, en fait, on va voir le bien-être de façon différente. L'objectif, ça va être d'introduire en fait les webconférences suivantes qui vont parler des émotions. Et aujourd'hui, on va donc avoir cette introduction comme quoi les émotions sont vraiment capitales donc, dans la perception du bien-être par l'animal. Donc, alors la définition que j'aime bien sur le bien-être, donc elle est en haut de la diapo. État de complète santé mentale et physique de l'animal qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Donc on va décortiquer cette définition et on va voir en fait ce que signifie chacun des mots qu'elle contient. Alors, on a vu donc lors de la conférence qui avait eu lieu donc l'année dernière, la différence entre bien-traitance et bien-être. Donc, la bien-traitance, c'est ce qu'il est recommandé d'apporter au cheval pour assurer son bien-être. Et donc ça, vous pourrez retrouver toutes ces informations dans la webconférence dont je vous ai mis les coordonnées sur la diapo. Le bien-être, c'est différent, c'est ce que demande le cheval pour son bien-être. Et donc là, on va voir que les émotions sont capitales. Alors, on décortique là. Non, j'étais trop vite. Il manque une diapo. Ah, Alors, non, excusez-moi, c'est moi qui suivais pas ma présentation. Donc, les besoins, donc, c'est quoi les besoins? Donc là, sont des infos qu'on a dans différentes espèces animales, hein, pas forcément chez le cheval, c'est général, et après on va se rapprocher de plus en plus du cheval. Donc les besoins, ce sont des exigences qui, si elles ne sont pas satisfaites, vont entraîner un état de mal-être qui pourra aller jusqu'à la souffrance. Alors, on sait dans les autres espèces animales que quand l'intensité ou la durée de la contrainte va en augmentant, en fait, on va avoir d'abord une atteinte du comportement. Ensuite, on aura une atteinte des constantes physiologiques, donc des marqueurs hein, comme le cortisol, comme les constantes de l'activité cardiaque, les atteintes de la production, donc pour les animaux de production, les bovins, ça va être le lait, ça va être la viande, euh, et enfin une atteinte de la santé qui arrivera en dernier. Donc ça c'est relativement constant dans les différentes espèces. Ce qui est rassurant, c'est que le comportement, c'est ce qui apparaît en premier, c'est ce que nous, en tant que détenteurs, on va voir en premier. Il n'y a pas besoin de stéthoscope, il n'y a pas besoin de faire d'analyse quantifiée pour le voir. Et ce qui sera atteint en dernier, ce sera la santé. Bien évidemment, si l'animal ne peut pas s'adapter à son milieu, eh bien pour lui, ce sera la mort. Alors, chez les chevaux, c'est quoi les besoins physiologiques et comportementaux? Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les précédentes conférences. Je vais les lister rapidement. Donc, 4 grands principes. L'alimentation, donc, qui doit être essentiellement à base de fourrage et qui va apporter la quantité d'énergie nécessaire au cheval et qui lui permettra de mastiquer pendant environ 15 heures par jour, comme dans les conditions naturelles. Deuxième principe, l'hébergement, c'est un espace sécurisé et confortable avec la possibilité de se déplacer en liberté. Troisième grand principe, la santé, c'est la prévention de tout ce qui est blessures, maladies et douleurs. Quatrième grand principe, le comportement. Avoir des relations avec les autres chevaux, pouvoir exprimer les autres comportements de l'espèce, comme pouvoir se rouler, pouvoir se gratter, et avoir une bonne relation à l'autre. Et transversalement à tout ça, on a les émotions, donc qui font partie en fait du principe comportement, mais que moi je mets transversalement parce que en fait, elles appartiennent à tous les principes. Par exemple, un cheval qui ne pourra pas mastiquer suffisamment, donc on imagine qu'il n'a que des granulés dans sa ration, donc ses besoins de mastication ne sont pas satisfaits. Celui-là, sur ce critère-là, éprouvera probablement insuffisamment d'émotions positives liées à l'alimentation. Alors, ensuite, donc, besoins comportementaux des chevaux et adaptation à son milieu. Donc là, il y a un certain nombre de questions euh,
que nous nous posons, nous en tant que détenteurs, et que se sont posés les scientifiques. Et donc, on va essayer d'y répondre dans les prochaines diapositives. Donc, quels sont les besoins comportementaux des chevaux? La domestication a-t-elle entraîné la perte du répertoire comportemental inné? Ça, on l'entend, hein, la domestication, elle s'est faite sur des milliers d'années, et donc, en fait, le répertoire comportemental s'est adapté, donc les chevaux ne souffrent pas des restrictions qu'on peut leur imposer, puisque progressivement, ils s'y sont habitués. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Quelles sont les conséquences de l'impossibilité d'exprimer des comportements? Et enfin, autre question, les conditions de vie qui peuvent être imposées par la domestication ne sont-elles pas préférables à la vie sauvage? Puisque nous, les conditions qu'on offre à nos chevaux, c'est du confort, c'est-à-dire on va les protéger des prédateurs, on va les protéger des maladies, de certains types de souffrances qu'ils trouveraient dans la nature. Donc, est-ce que c'est pas finalement préférable à la vie sauvage? Donc, les scientifiques se sont posés sur ces questions, se sont posés ces questions, pardon, et donc on n'a pas toutes les réponses, bien sûr, mais je vais vous en donner quelques-unes qui me paraissaient quand même très intéressantes à aborder aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quels sont les besoins comportementaux des chevaux? Donc ça, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est quand même bien de les rappeler. Donc, les chercheurs ont observé dans la nature des chevaux sauvages, hein, comme les chevaux de Przewalski, et des chevaux féraux qui sont soit retournés à la vie sauvage, soit des chevaux qui sont élevés dans des conditions semi-naturelles, comme les Camargues, hein, sur de très grands espaces. Et donc là, on voit que les comportements des chevaux domestiques sont très proches des comportements des chevaux sauvages, c'est-à-dire que on a une grande partie du budget temps, là en bleu sur le graphique, qui est consacré à se déplacer pas à pas en broutant. Ensuite, environ 25% du temps, c'est le repos. Et ensuite, le reste, c'est de l'observation, c'est des relations sociales, c'est des comportements spécifiques. Donc si on regarde les chevaux domestiques qui sont placés dans les mêmes conditions, en fait, c'est la même chose. Donc les comportements des chevaux, malgré l'évolution, ont très peu, enfin malgré la domestication, ont très peu évolué. Ce que les chercheurs ressortent comme différent, c'est que les chevaux domestiques se déplaceraient sur des distances plutôt moins grandes que les chevaux de Przewalski, par exemple. Donc il y a des expériences qui ont été faites. Hein. C'est une distance de moins de 10 km, alors moyenne hein, pour les chevaux domestiques, hein, pour les Przewalski, c'est 15-20 km. Et également, la domestication aurait pu avoir un effet sur la peur, c'est-à-dire que les chevaux domestiques seraient plutôt moins peureux. Mais ça veut dire que le répertoire inné, il est conservé chez les chevaux domestiques, mais que certains comportements sont réprimés du fait des conditions de vie. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est que bien que ces comportements soient réprimés, ils peuvent quand même s'exprimer quand les chevaux sont remis dans des conditions naturelles, enfin, ils pourraient s'exprimer. Et pour illustrer ça, en fait, je vais changer d'espèce parce que là, c'est une expérience tout à fait intéressante qui a été faite sur des rats, où en fait les chercheurs ont montré que chez les rats, les comportements réprimés sont complètement réexprimés lors de la remise en condition de vie normale. Donc ça, effectivement, chez les chevaux, on n'a pas fait cette expérience-là sur une durée aussi courte. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo qui vient film d'un chercheur, le docteur Berdois. Je vous ai mis là la référence, ratlife.org. En fait, ces chercheurs ont pris des rats de labo, donc il y a plusieurs dizaines de générations de croisements. Donc ces rats n'ont vécu qu'en laboratoire, ils ne connaissent que la cage, ils ne savent voir qu'au biberon et ils ne savent manger que des granulés, ils ne peuvent pas faire de nid, ils sont dans un univers très pauvre. Et donc ces petits rats de labo, ils ont été lâchés dans un environnement naturel, c'est-à-dire un grand champ. Et en fait, donc là, on voit le rat qui est dans sa petite boîte. Hein, et donc, ils sont sortis de leur boîte. Alors, l'environnement était quand même protégé, hein, mais c'était un grand champ qui faisait plusieurs milliers de mètres carrés, donc par rapport à la cage du rat. Et ce qui est amusant, on voit très bien sur le film, donc c'est que les rats ont tout de suite retrouvé des comportements naturels. C'est-à-dire, ils ne savaient boire qu'au biberon. Là, on voit sur la photo que tout de suite, ils ont trouvé les mares, les petites mares ou les gamelles dans lesquelles il y avait de l'eau pour aller boire. Tout de suite, ils ont su manger de l'herbe. Quelques jours après, ils ont lâché un chat, ils se sont cachés. Donc les rats avaient gardé la peur du prédateur.
Et ils se sont même reproduits, hein, ils sont restés pendant au moins 6 mois, ils ont pu se reproduire. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ce film, qui est très intéressant à regarder. C'est quand même relativement rassurant. Ça montre que donc les comportements sont complètement concernés, quelle que soit la pression qu'on a pu faire subir aux ennemis. Alors maintenant, donc, réponse à la question, quelles sont les conséquences de l'impossibilité d'exprimer des comportements? D'une façon générale, l'impossibilité d'exprimer un comportement qui fait partie du répertoire comportemental, ça va induire un stress. Et donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir expression successive de différents indicateurs. Donc ce que je vous ai montré là, en fait, c'est pas une seule expérience où on a vu apparaître successivement des atteintes du comportement, des atteintes de constantes physiologiques, etc. C'est des expériences successives, enfin différentes, mais dans lesquelles on voit apparaître à des moments différents donc l'altération de ces indicateurs. Donc, je vous ai pris l'exemple donc des exemples qu'on trouve hein, dans la biblio, assez fréquemment illustrés. Ce sont des chevaux qui sont maintenus en boxe avec peu de fourrage et sans relation sociale. Donc restriction spatiale, donc avec peu d'exercice ou pas d'exercice en liberté, alimentaire, ils ne peuvent pas mastiquer suffisamment et sans relation sociale. Et en fait, il semblerait que j'ai entendu mal. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Peut-être il faut que je le bouge, mais j'ai rien touché. Est-ce que c'est ok? Est-ce que je continue? C'est pas toujours très net. Ah oui, là, il semble pas très bien. Mince. Bon, je vais essayer de parler plus fort. C'est quand même dommage. Le son est faible. Alors je sais pas d'où ça vient. Je vais parler fort. Est-ce que là c'est mieux? Ah, ok. Bon, bah je vais parler fort. Donc, je vous disais, ok. Il faut que je parle très fort. Je monte le son. Ok, je monte le son. Donc heureusement, il n'y a plus personne dans le labo. Donc, atteinte du comportement, donc ce qui va apparaître, donc tout d'abord, les problèmes comportementaux qui apparaîtront, ce sont des problèmes de stéréotypie et des problèmes d'agressivité. L'atteinte des constantes physiologiques, par exemple, ça va être une modification des taux de cortisol qui vont indiquer un stress. Également, dans une expérience récente sur l'enrichissement du milieu de vie, Léa Lansade, ma collègue, avait montré une modification du transcriptome. Donc le transcriptome, en fait, c'est, pour dire simple, le patrimoine génétique. Donc ça veut dire que des chevaux qui sont dans cette situation de restriction vont voir une modification du patrimoine génétique. En fait, c'est ce qui transmet l'information depuis le chromosome jusqu'à la fabrication, entre le chromosome, je dirais, et la fabrication des protéines. Donc on voit que c'est quand même assez puissant comme effet. L'atteinte de la production chez le cheval, on peut assimiler la production par exemple à la performance, aux capacités d'apprentissage, et en fait donc des chevaux qui sont restreints en boxe vont apprendre moins bien et moins vite et seront moins sécuritaires que des chevaux qui sont en groupe à l'extérieur. Et enfin l'atteinte de la santé, là on a plein d'exemples hein, dans la bibliographie sur les effets donc de l'impossibilité d'exprimer des comportements sur la santé, notamment les coliques, les ulcères, et dans une publication récente, on voit que les formules sanguines, au bout d'un mois de restriction, commencent à être modifiées. Alors, ça ne veut plus passer. Frédéric, au secours. Tu peux me passer ma diapo suivante? Merci. Alors ensuite, maintenant, à la question vie sauvage et vie domestique. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, dans la vie domestique, effectivement, on va apporter au cheval les soins de base. On va le protéger des prédateurs, on va prévenir les maladies, on va le soigner. Mais effectivement, donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir apporter les 3 composantes qui sont là sur le diagramme. Et ça, donc, c'est un concept sur lequel, dans l'ensemble, les scientifiques sont d'accord. Le bien-être va se situer à l'intersection de 3 composantes. Donc les soins de base qu'on va apporter au cheval, mais également des éléments pour une vie plus naturelle, et enfin, en troisième, la prise en compte des états affectifs.
Donc les états affectifs, c'est quoi? C'est les émotions et les états émotionnels. Et donc là, on voit arriver les émotions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception du bien-être par le cheval, elle est individuelle et qu'elle va dépendre de nombreux facteurs. Et donc deux chevaux qui seront dans des conditions d'environnement identiques ne vont pas le percevoir de la même façon et vont être dans un état de bien-être différent. Et c'est là toute la difficulté du bien-être. Donc chaque cheval a une perception différente. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. Alors tout d'abord, l'émotion, c'est quoi? Diapo suivante. Donc, l'émotion, on a une définition, c'est assez compliqué, hein, c'est pour ça qu'il y aura deux conférences qui seront consacrées aux émotions par la suite. L'émotion, on peut définir ça comme une réaction affective intense et fugace en réponse à un événement. Et en fait, donc les émotions, elles vont permettre de réguler la vie de l'organisme et d'en assurer la survie. Une émotion, elle comporte trois composantes. Une comportementale, donc par exemple pour la peur, bon, bah, c'est la réaction d'évitement, la fuite. Une physiologique, pour la peur, ça va être par exemple accélération du rythme cardiaque. Et tout ce qui est traitement de l'information par le cerveau, la perception, l'interprétation, le stockage et la mémorisation. Ça veut dire que le cheval va mémoriser les émotions positives ou négatives qu'il va ressentir. Vous voyez quand même, l'émotion, c'est quelque chose de très puissant. Diapo suivante. Alors maintenant, donc, on va voir que quels sont les facteurs qui peuvent agir sur la perception de l'environnement par le cheval. Donc ça, c'est pareil, c'est un graphique qui est admis dans de nombreuses espèces animales, hein, notamment tous les mammifères. Et donc, je vais vous donner des exemples pour le cheval. Donc tout d'abord, cette perception et évaluation de l'environnement à travers les émotions, elle va dépendre du tempérament du cheval, qui va lui-même dépendre de son patrimoine génétique, puisqu'il y a un certain nombre de dimensions du tempérament qui sont héritables, c'est-à-dire transmises par les parents, au moins le père, et les expériences passées qui vont agir sur la modulation du tempérament ou directement sur la perception de l'environnement par le cheval. Et puis, de façon un petit peu moins importante, on a l'âge, l'état physiologique, l'état de santé, et de façon très importante, on a le stress, qui va lui agir de façon négative sur la perception de l'environnement par le cheval. Donc là maintenant, on va voir des exemples pour ces différents facteurs. Donc à partir du moment où le cheval perçoit et évalue son environnement à travers ses émotions et en fonction de ses capacités d'adaptation, il sera en état de bien ou de mal-être. Alors je vous ai diapo suivante, parler donc du tempérament. Donc le tempérament, il comporte 5 dimensions et on va voir donc des exemples en fonction desquels il va pouvoir moduler la perception de bien-être du cheval. Alors la dimension la plus importante du tempérament, donc je vais parler essentiellement de 4 dimensions pour lesquelles on a des exemples assez faciles à trouver. C'est la peur, l'émotivité. Ça, c'est la plus importante parce qu'elle va intervenir de façon capitale dans les apprentissages, dans la sécurité du cavalier. Donc il est bien évident qu'un cheval qui a peur du bruit, qui a peur de la soudaineté, qui a peur des mouvements, si on le met dans un environnement bruyant, où il y a effectivement apparition d'objets soudains, ce cheval-là sera dans un état de bien-être inférieur à un cheval qui n'est pas peureux. Bon, on imagine par exemple le cheval qui est peureux et qu'on laisse au box, alors que par exemple dans le manège d'à côté, il y a un bulldozer qui travaille. Donc ce cheval-là, c'est certain, on va le mettre en état de mal-être. La grégarité, donc ça, autre dimension du tempérament. La grégarité, c'est la tendance à se rapprocher donc des autres chevaux et la difficulté à s'en éloigner. Il est certain que si on a un cheval grégaire qu'on éloigne des autres chevaux, par exemple pour le travailler, eh bien on va le mettre en état de mal-être. L'activité locomotrice spontanée, bon, c'est que certains chevaux se déplacent ou ont besoin de bouger plus que d'autres. Si un cheval qui a une activité locomotrice spontanée est bloqué au box, il est certain qu'il sera beaucoup plus mal qu'un cheval qui va être très calme et n'a pas besoin de beaucoup se déplacer. Autre exemple pour la sensibilité tactile, donc on peut imaginer donc un cheval qui est sensible tactilement
Donc, comme on sait dans les tests de tempérament, bah, ce cheval-là sera beaucoup plus gêné quand il y aura des mouches qu'un cheval qui n'est pas sensible tactilement. Donc voilà comment le tempérament peut avoir une influence sur le bien-être ou le mal-être. Alors ensuite, diapo suivante, ce qui est très important, on l'a vu, ce sont les expériences passées qui vont agir sur le tempérament, mais qui peuvent agir aussi directement sur la perception du cheval. Et les expériences passées, donc elles sont capitales, donc ça on en reparlera beaucoup lors des conférences suivantes, selon qu'elles ont été perçues positivement ou négativement. Et ça c'est quoi? Bah, tout simplement, ce sont les apprentissages. Alors pourquoi? euh, D'une part parce que la mémoire à long terme du cheval est très longue. Dans les expérimentations, on sait qu'elle est au moins de 10 ans. Donc je vous ai donné un exemple là avec donc l'utilisation de la chambrière qui peut, bah, selon qu'elle est perçue positivement ou négativement, habituer ou sensibiliser le cheval. Donc l'habituation à la chambrière donc, va consister en une utilisation progressive, agitation de la chambrière, passer sur l'ensemble du corps du cheval et on n'ira jamais au-delà de son seuil de tolérance. Au final, le cheval va rester tranquille, n'aura pas peur de la chambrière, même si elle claque un peu bruyamment, il sera habitué. Et donc, il est clair qu'il ne ressent pas la chambrière négativement. Au contraire, si on sensibilise le cheval à la chambrière, donc en utilisant un claquement soudain, le cheval va avoir peur, va réagir en partant vers l'avant, dans une réaction intense. Donc résultat, là il est clair que la peur c'est une émotion négative chez le cheval. Il avancera au moindre frémissement de la chambrière et il sera sensibilisé. Donc dans les deux cas, on a des émotions contraires qui sont obtenues avec les mêmes moyens, enfin le même outil, et donc le cheval aura une expérience positive ou négative de ces deux moyens d'utiliser l'outil différemment. Diapo suivante. Donc ensuite, effet de l'âge. Donc ça, on sait que, par exemple, pour la peur ou la réactivité, bah, les chevaux sont moins réactifs et moins peureux avec l'âge. Donc là, exemple pris sur les tests de tempérament simplifiés lors des concours de modèles et allures pour les jeunes chevaux et poneys de selle. Pour le test du nouvel objet, les chevaux de 3 ans, comparés aux 2 ans, mettent moins de temps pour tourner autour et sont plus proches de l'objet et ont moins de réactions vives. Pour le test de la toise, les 3 ans, comparés aux 2 ans, sont plus rapides à être toisés et ont moins de réactions vives. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on sait globalement, hein, le cheval plutôt moins peur en vieillissant. Diapo suivante. L'état physiologique, un exemple, les juments suitées, donc suitées et allaitantes, qui sont maintenues en boxe, présentent moins de stéréotypies que les juments non suitées. Donc là, les chercheurs proposent 3 hypothèses. Ça peut être dû au contact social, la présence d'un congénère. Ça peut être dû au fait que la jument s'ennuie moins avec son poulain. Mais ils avancent également l'effet possible d'un effet hormonal de la lactation, puisque cet effet est connu chez les truies. Diapo suivante. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de la présente conférence, c'est que la perception de son environnement qui va déterminer le bien-être est propre à chaque cheval à travers ses émotions. Donc là, le cheval est bien une entité unique. Ce qui est rassurant, c'est qu'en cas d'atteinte du bien-être, les indicateurs comportementaux sont les plus sensibles. Ça veut dire qu'ils vont apparaître en premier et ça veut dire que c'est ce que nous, en tant qu'observateurs, sans outils particuliers, sans connaissances vétérinaires particulières, on est capable de voir si on sait observer nos chevaux. Diapo suivante. Donc, pour vous donner envie pour la suite, voilà, donc comme je vous l'ai dit, cette conférence-là, elle était destinée à introduire les conférences suivantes qui seront sur les émotions. Donc, on verra plus précisément ce qu'est une émotion. Donc, on va rentrer un peu dans le mécanisme de l'émotion. Et ça, effectivement, ça va permettre de comprendre les réactions du cheval. On va voir quelles en sont les conséquences sur le comportement des chevaux, donc sur la façon de les gérer, sur les apprentissages, donc conséquences positives ou négatives, hein, et on verra donc comment on peut en tenir compte pour optimiser le bien-être du cheval, pour optimiser la qualité de son travail et la sécurité de son cavalier. Et ensuite, ça débouchera probablement sur d'autres webconférences
qui concerneront l'utilisation des divers matériels donc pour le travail du cheval. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions. Voilà, donc je suis à votre disposition pour poser vos questions. En attendant que vous posiez vos questions pour en savoir plus, donc il y a le livre sur le bien-être du cheval, bien dans son corps, bien dans sa tête, donc qui est paru au mois d'avril, et donc dans ces 420 et quelques pages, donc présente une synthèse scientifique de de tout ce que l'on sait sur le bien-être du cheval. Hein. Donc c'est à peu près 20 années de publications scientifiques. Donc il y a également le DVD sur l'éthologie. On publie régulièrement sur Wikipédia des fiches sur le bien-être du cheval. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder. Également dans la newsletter qui est envoyée à tous les détenteurs et tous les gens qui sont inscrits, on a des articles qui paraissent régulièrement. Et puis également le blog que donc nous animons avec ma collègue Marianne évidemment sur comportement bien-être, où vous pouvez régulièrement, donc on publie des articles scientifiques, enfin plutôt des synthèses d'articles scientifiques avec soit des actualités, soit des choses récentes, nouvelles, et donc on vous donne les références pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est gratuit et vous recevez, quand vous êtes inscrit, vous pouvez, vous recevez directement les infos du blog sur votre boîte mail. Voilà. Donc,